Mes parents m'ont exigé de donner ma maison à mon frère sous peine de poursuites judiciaires. Puis mon avocat Harry. Et j'ai compris que j'étais enfin libre. Mais ce qui est arrivé après les a choqué tout le monde à table familiale. Je m'appelle Jenny, j'ai 34 ans, et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais que mon succès en tant qu'agent immobilier suffisait à rendre mes parents fiers. La maison victorienne que j'avais achetée après des années de dur labeur est devenue le centre d'une bataille familiale inimaginable. Mon frère Trevor a toujours reçu un traitement de faveur, mais je ne m'attendais jamais à ce que mes parents me demandent de lui céder ma maison sous peine de poursuites judiciaires. Lorsque mon avocat a entendu leurs menaces, son rire inattendu a tout changé pour moi. Si vous regardez ceci en ce moment, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Cliquez sur le bouton s'abonner et restez avec moi pour entendre comment je me suis enfin libéré de l'emprise toxique de ma famille. Grandir dans une banlieue de la classe moyenne de Boston a façonné ma compréhension de la famille d'une manière que je suis encore en train de défaire. Dès mes premiers souvenirs, la dynamique était claire. Trevor était l'enfant d'or et j'étais une pensée secondaire. Notre maison d'enfance dans Maple Street avait l'air parfaite de l'extérieur avec ses haies soigneusement taillées et son drapeau américain fièrement accroché à la porte. Mais à l'intérieur de ces murs existait une hiérarchie claire qui me positionnait perpétuellement en bas. Quand Trevor a eu 16 ans, mes parents lui ont offert une nouvelle voiture, une Ford bleue étincelante qu'il a promptement cabossée dans la première semaine. Ils ont ri en disant que c'était le fait d'être un garçon. 2 ans plus tard, pour mon 16e anniversaire, j'ai reçu un ensemble de livres de cuisine d'occasion et la suggestion que peut-être je pourrais commencer à m'occuper de plus de repas de famille. Le message était clair sur ce qu'il voyait de mon avenir. À Noël, Trevor a déballé la dernière console de jeux tandis que j'ai reçu des chaussettes et un agenda. Quand j'ai exprimé ma déception, ma mère m'a prise à part et m'a expliqué que des cadeaux pratiques me serviraient mieux dans la vie tandis que les garçons avaient besoin de leurs jouets. J'ai vite appris à baisser mes attentes et à cacher ma douleur. Les événements scolaires ont accentué la disparité. Mes parents ont assisté à chacun des matchs de football de Trevor, l'encourageant fort depuis les gradins et prenant des douzaines de photos qu'ils affichaient fièrement dans la maison. Quand j'ai gagné la première place au concours scientifique de l'État, aucun d'eux n'a pu y assister parce que Trevor avait un match de saison régulière le même jour. Mon trophée a fini dans un tiroir plutôt que sur le manteau où ses médailles de participation se trouvaient en rangée soignée. Malgré le message constant que je comptais moins, j'ai canalisé ma douleur dans la détermination. Pendant que Trevor traversait l'école avec des notes moyennes et que mes parents louaient ses moindres efforts, je me suis poussé à exceller académiquement. La bibliothèque est devenue mon sanctuaire et mes notes sont devenues ma validation. Mon intérêt pour l'architecture s'est épanoui au lycée quand j'ai suivi un cours de dessin. Quelque chose dans la création d'espace, dans l'imagination de foyers où les gens pouvaient se sentir valorisés, me parlait profondément. Quand la saison des candidatures universitaires est arrivée, mes parents ont emmené Trevor visiter 5 universités différentes, discutant des mérites de chacune lors du dîner. J'ai fait des recherches sur les écoles seules à la table de la cuisine après que tout le monde soit allé se coucher. Quand les lettres d'acceptation sont arrivées, mes parents ont organisé une fête pour l'admission de Trevor à State University avec une bourse sportive partielle. Mon admission à la Boston University avec une bourse académique substantielle n'a mérité qu'une félicitation distraite pendant que ma mère cuisinait le dîner. L'université a marqué la première fois que j'ai vraiment fait l'expérience de l'indépendance, mais la réalité financière était dure. Pendant que mes parents couvraient les frais de scolarité, de logement et de subsistance de Trevor, ils m'ont expliqué que ma bourse signifiait que je devais apprendre l'autosuffisance. J'ai travaillé 3 emplois, le matin dans un café, l'après-midi à la bibliothèque universitaire, et les week-ends dans un cabinet immobilier local à classer des documents. Entre le travail et le maintien de mes notes, le sommeil est devenu un luxe que je n'ai rarement apprécié. Le travail au cabinet immobilier s'est avéré fortuit quand Sophia, la propriétaire, a remarqué mon éthique de travail. Contrairement à ma famille, elle a vu un potentiel en moi. Elle a commencé à m'enseigner les valeurs immobilières, les tendances du marché et les relations clients pendant les moments calmes. Son mentorat m'a apporté l'encouragement que j'avais désiré toute ma vie. Le jour de ma remise de diplôme est arrivé avec des honneurs, mon nom annoncé avec distinction. J'ai scanné la foule pendant la cérémonie, espérant contre toute expérience que ma famille me surprendrait. Les sièges vides que j'avais réservés sont restés vacants tout au long de l'événement. Ce soir-là, j'ai reçu un message de ma mère expliquant que Trevor avait un rhume d'été et qu'il devait s'occuper de lui. J'ai célébré mon accomplissement seul dans un petit restaurant près du campus, essayant de me convaincre que l'indépendance était préférable à l'amour conditionnel.
Le schéma s'est poursuivi alors que j'obtenais mon premier poste à temps plein au cabinet de Sophia. Lors des réunions de famille, mes parents discutaient avec enthousiasme des changements d'emploi de Trevor comme s'il explorait ses options et se trouvait. Ma progression de carrière constante n'a suscité qu'un léger signe de tête. Quand j'ai été promu agent après avoir réussi mon examen de licence, j'ai appelé à la maison, excité de partager la nouvelle. Mon père a répondu, a écouté pendant 30 secondes, puis m'a interrompu pour passer le téléphone à ma mère parce que Trevor venait d'arriver avec ce qui, selon lui, pourrait être une entorse à la cheville lors d'un match de basket improvisé. Ces affronts se sont accumulés comme de petites pierres dans ma poche, me pesant année après année. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'ai continué d'avancer, construisant une vie et une carrière qui m'ont apporté de la satisfaction, même sans l'approbation parentale que j'avais été programmé à rechercher. Chaque chèque de commission, chaque client satisfait, chaque pas vers le sommet de l'échelle professionnelle est devenu la preuve que j'avais de la valeur, indépendamment de ce que ma famille croyait. La décennie qui a suivi mes études universitaires m'a transformé d'une diplômée incertaine en l'une des agents immobiliers les plus performants de la région de Boston. Alors que mes pairs changeaient souvent d'emploi à la recherche d'une promotion rapide, j'ai construit ma réputation méthodiquement chez Lighthouse Realty, le cabinet où Sophia m'avait donné mes débuts. Mon approche de l'immobilier n'a jamais été axée sur les ventes rapides, mais sur la construction de relations durables. Je me souviens du nom des enfants des clients, je garde une trace de leur changement d'emploi et de leurs anniversaires, et je suis devenu connu pour mon souci du détail dans chaque transaction. Mes journées de travail s'étendent généralement de 7 heures du matin à 21 heures. Alors que d'autres agents pourraient montrer une propriété et passer à autre chose, je recherche les tendances du quartier, les notes des écoles et les plans de développement futurs pour chaque annonce. Les clients ont commencé à me demander spécifiquement et mon activité de référencement a augmenté jusqu'à ce que j'ai rarement besoin de chercher activement de nouvelles affaires. Pendant ce temps, j'ai vu mes commissions augmenter régulièrement, ainsi que mon compte d'épargne. À 30 ans, j'ai été promu agent principal, ce qui m'a valu un bureau d'angle surplombant le port et une équipe d'agents juniors à encadrer. Ce succès m'a semblé particulièrement doux parce que j'avais gagné chaque étape grâce à une performance constante plutôt qu'à des connexions ou des raccourcis. Ma discipline financière est restée inébranlable pendant ces années de succès. Alors que mes collègues achetaient des voitures de luxe ou des garde-robes de créateurs avec leurs chèques de commission, j'ai conservé un modeste appartement d'une chambre et j'ai conduit la même Honda fiable que j'avais achetée d'occasion après l'université. Ma stratégie d'épargne avait un objectif précis, l'accession à la propriété. Pas n'importe quelle propriété, mais la bonne maison qui représenterait tout ce pourquoi j'avais travaillé. J'ai conservé un compte séparé désigné uniquement à cet effet, le regardant croître mois après mois avec un sentiment de fierté tranquille qui m'a sustenté pendant les fêtes de famille où la dernière entreprise de Trevor a reçu une attention interminable. Alors que mes jalons professionnels passaient inaperçus, la maison victorienne d'Elmwood Avenue n'était même pas officiellement sur le marché lorsque je l'ai vue pour la première fois. Une cliente avait mentionné que sa voisine âgée envisageait de vendre, et j'avais proposé de fournir une analyse de marché par courtoisie. Au moment où j'ai franchi la porte voûtée, quelque chose a résonné en moi. La maison construite en 1890 comportait des parquets d'origine, des moulures complexes et un magnifique escalier qui courbait gracieusement vers le 2e étage. Malgré des années dans l'immobilier, c'était la première propriété qui me semblait m'appeler personnellement. La maison appartenait à un professeur d'histoire retraité qui avait maintenu son intégrité historique tout en mettant à jour les systèmes critiques. Il y avait élevé 3 enfants et réduisait à contre-cœur sa taille pour se rapprocher de ses petits-enfants en Arizona. Au cours de notre conversation, il a partagé des histoires sur la maison, le compartiment caché dans le mur de la bibliothèque où ses enfants avaient laissé des capsules temporelles, le jardin où sa femme avait fait pousser des roses primées, et le banc de fenêtre où il avait écrit 2 livres. À la fin de notre entretien, j'ai eu l'impression que la maison faisait déjà partie de mon histoire. Le prix demandé a poussé mon budget à sa limite absolue, mais j'ai fait une offre le même jour, y compris une lettre expliquant comment j'honorerais l'histoire de la maison. Quand mon offre a été acceptée, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement plus significatif que tout jalon professionnel. Cette maison représentait non seulement un succès financier, mais la création d'un foyer qui était entièrement le mien, un espace où je ne serais jamais secondaire ou négligé. Le processus de rénovation a pris 6 mois de soirées et de week-ends. J'ai restauré les éléments d'origine autant que possible et modernisé avec respect pour le caractère de la maison lorsque cela était nécessaire. La cuisine a reçu de nouveaux appareils tout en conservant les cadres d'armoire d'origine. Les salles de bain ont été mises à jour avec des appareils qui complétaient la période de la maison.
Chaque décision donnait l'impression d'une conversation entre le passé de la maison et ma vision de son avenir. Ma rénovation préférée a été la conversion du grenier en bureau à domicile avec des fenêtres mansardées donnant sur le quartier et des bibliothèques intégrées le long de tous les murs. Une fois les rénovations terminées, j'ai organisé une pendaison de crémaillère pour des amis et des collègues qui m'avaient soutenu tout au long de ma carrière. Sophia a apporté une courte pointe faite à la main en cadeau de pendaison de crémaillère, me disant les larmes aux yeux à quel point elle était fière de tout ce que j'avais accompli. Ma meilleure amie, Julia, m'a offert un paillasson personnalisé indiquant bienvenue à la maison enfin. La maison s'est remplie de rires et de célébrations authentiques ce soir-là, créant l'atmosphère chaleureuse que j'avais toujours imaginée. J'avais invité ma famille également, plus par obligation que par attente. Ils sont arrivés 1 heure en retard, sont restés pendant exactement 45 minutes, et sont partis après que mon père ait fait une brève visite de la maison, commentant principalement ce qui semblait être des dépenses inutiles. Ma mère a apporté une plante générique plutôt que quelque chose de personnel. Trevor et sa petite amie de l'époque ont à peine masqué leur envie avec des compliments ambigus sur la quantité d'entretien qu'une si vieille maison devait nécessiter. Leurs réactions m'ont piqué mais ne m'ont plus surpris. La situation financière de Trevor était devenue de plus en plus précaire au fil des ans malgré le soutien continu de nos parents. Il avait traversé de nombreux emplois, ne restant jamais plus d'1 an à aucun poste. Il avait lancé au moins 3 entreprises qui ont fait faillite en quelques mois. Un magasin de souvenirs sportifs, un service de livraison de nourriture et une entreprise de conception de sites web pour lesquels mes parents avaient fourni des fonds de démarrage substantiels. Chaque échec était présenté comme une expérience précieuse plutôt que comme une mauvaise planification ou un manque d'éthique de travail. Lors d'un dîner de famille peu après ma pendaison de crémaillère, ma mère m'a prise à part pendant qu'elle chargeait le lave-vaisselle. « Ton frère traverse une période difficile en ce moment », a-t-elle dit doucement. L'économie a été particulièrement dure pour les jeunes hommes qui essaient de s'établir. L'implication dans son ton était claire avant même qu'elle ne continue. « Tu as été tellement béni avec ta carrière, Jenny. Parfois, je pense que tu oublies à quel point tu as de la chance et comment la famille devrait s'entraider. » Cette conversation a marqué la première suggestion explicite que mon succès m'obligeait d'une manière ou d'une autre à sauver mon frère de ses problèmes auto-créés. J'ai dévié en mentionnant mon hypothèque et mes coûts de rénovation, mais la graine avait été plantée. En y repensant, j'aurais dû reconnaître ce moment comme la première goutte de ce qui allait devenir un flot d'attente que je résoudrais des problèmes auxquels je n'avais aucune part. Trevor a rencontré Alicia lors du mariage d'un ami commun où il était censé faire du réseautage pour des contacts professionnels. En 6 mois, ils étaient fiancés et mes parents leur ont organisé une fête de fiançailles élaborée qui a coûté plus qu'il n'avait contribué à toute mon éducation. Alicia venait d'un milieu similaire au nôtre, mais partageait le sentiment de droit de Trevor plutôt que mon éthique de travail. Elle travaillait sporadiquement en tant que consultante en médias sociaux, bien que ses propres comptes montrent rarement une activité constante. Leur mariage a été une affaire extravagante dans un country club qui a mis à rude épreuve même le budget généreux de mes parents. J'ai servi de demoiselle d'honneur malgré le fait que je connaissais à peine Alicia, portant une robe vert d'eau peu flatteuse. Regardez mon frère promettre un engagement à vie avec la même confiance décontractée qu'il abordait tout. Lors de la réception, mon père a porté un toast larmoyant sur Trevor devenant enfin un homme et trouvant son but. J'ai siroté du champagne et je me suis demandé si mon éventuel mariage, s'il avait lieu, mériterait une émotion similaire. Après être revenu d'une lune de miel de 2 semaines à Bali, financée principalement par mes parents, Trevor et Alicia ont loué un appartement de luxe avec vue sur l'eau, et l'ont rempli de meubles haut de gamme achetés à crédit. Trevor avait commencé un autre nouveau travail dans la vente pharmaceutique qu'il décrivait comme exploitant enfin ses compétences interpersonnelles, tandis qu'Alicia parlait de lancer une carrière d'influenceuse une fois qu'elle aurait rassemblé suffisamment d'abonnés. Leur style de vie comprenait des voyages le week-end, des restaurants chers et un flux constant de publications sur les réseaux sociaux présentant leur vie apparemment parfaite. Derrière cette façade soigneusement travaillée, la réalité financière rattrapait rapidement. 6 mois après le mariage, Trevor a été mis à l'essai à son travail pour avoir constamment manqué ses objectifs de vente. Plutôt que d'augmenter ses efforts, il a commencé à blâmer son manager, son territoire et les produits eux-mêmes. Quand il a finalement été licencié, mes parents ont immédiatement couvert 3 mois de loyer du couple pour éviter l'expulsion, tandis que Trevor était censé chercher de nouvelles opportunités. Pendant cette période, les réunions de famille sont devenues des affaires de plus en plus tendues. Ce qui avait commencé comme des insinuations subtiles s'est transformé en déclarations directes sur la répartition de la richesse au sein des familles. Tu sais qui pourrait vraiment utiliser de l'aide pour se remettre sur pied. Trevor et Alicia ont vraiment du mal en ce moment,
dirait ma mère en me passant des pommes de terre au dîner du dimanche. Ou, mon père commenterait le marché immobilier comme étant trop compétitif pour que les gens ordinaires réussissent sans liens familiaux. La première fois que Trevor et Alicia ont visité ma maison après sa perte d'emploi, leur comportement est passé d'une envie à peine voilée à une convoitise flagrante. Ils ont parcouru chaque pièce en faisant des commentaires de plus en plus possessifs. Cette salle à manger pourrait facilement accueillir une table pour 12 personnes au lieu de votre petite, a fait remarquer Alicia en passant la main sur mon lambris soigneusement restauré. Trevor a passé 10 minutes dans mon bureau à domicile à commenter à quel point il serait parfait pour sa prochaine idée d'entreprise, ignorant complètement qu'il s'agissait de mon espace de travail actuel. Le plus dérangeant a été de les entendre dans ma salle de bain principale. C'est un tel gaspillage pour une seule personne, a chuchoté Alicia à Trevor, sans se rendre compte que j'approchais. Je sais, a-t-il répondu. Maman et papa le pensent aussi. Ce soir-là, après leur départ, ma mère a appelé avec ce qu'elle a qualifié de pensée décontractée. Ta maison a tellement de place pour toi seule, ma chérie. Trevor et Alicia pensent à fonder une famille bientôt, et cet appartement est si petit. Ne serait-il pas agréable que la famille puisse profiter de tout cet espace? J'ai de nouveau dévié, expliquant que je travaillais souvent à domicile et que j'utilisais toutes les parties de la maison à des fins professionnelles et personnelles. La pression s'est intensifiée lorsque Trevor et Alicia ont été priés de quitter leur appartement après que des paiements en retard répétés aient finalement épuisé la patience du propriétaire. Ils ont déménagé dans le sous-sol de mes parents, apportant temporairement la plupart de leurs meubles coûteux, qui encombraient maintenant l'espace. Cet arrangement, censé durer 2 semaines jusqu'à ce qu'ils trouvent un nouvel endroit, s'est étendu à 2 mois sans aucune recherche d'appartement apparente. Les dîners de famille, auxquels j'assistais de moins en moins souvent, mettaient désormais en vedette Trevor et Alicia discutant de leurs projets d'avenir, comme si les ressources apparaissaient magiquement pour les financer. Ils parlaient des quartiers qu'ils envisageaient, tous bien au-delà de leurs moyens, et des caractéristiques que leur future maison devait avoir. De plus en plus, ces conversations incluaient des regards pointés dans ma direction, surtout lorsqu'ils mentionnaient vouloir un caractère historique ou des boiseries originales. La situation a atteint un nouveau niveau lorsque mon père a appelé un soir pour demander un prêt important afin d'aider Trevor à obtenir un nouveau poste grâce à un contact professionnel. Cette opportunité nécessite un investissement pour entrer dès le début, mais les rendements seront substantiels, a-t-il expliqué vaguement. Quand j'ai demandé un plan d'affaires ou une documentation quelconque, il est devenu défensif, suggérant que je ne faisais pas confiance à ma propre famille. J'ai refusé aussi gentiment que possible, proposant plutôt d'aider Trevor avec son CV et sa stratégie de recherche d'emploi. Mon offre a été accueillie par un froid « merci » et un appel rapidement terminé. Peu de temps après, Trevor m'a envoyé un message texte directement pour la première fois depuis des mois. J'entends que tu es trop égoïste pour aider la famille. Je suppose que tout ce succès t'a changé. Le message m'a piqué malgré sa prévisibilité. Je n'ai pas répondu, mais le nœud dans mon estomac s'est resserré. Quelque chose se construisait dans la dynamique familiale et instinctivement je savais que cela approchait d'un point de rupture. Le dernier signe d'avertissement est survenu lorsque ma mère a demandé un déjeuner privé. Juste nous deux à son restaurant préféré. Pendant tout le repas, elle s'est remémoré notre enfance, se souvenant sélectivement des moments d'unité familiale qui ressemblaient à peine à mon expérience. Elle a parlé des sacrifices qu'elle et mon père avaient faits pour leurs 2 enfants, bien que les exemples qu'elle ait cités aient principalement bénéficié à Trevor. Alors qu'elle remuait son café pendant le dessert, elle a mentionné en passant que la famille avait parfois besoin de prendre des décisions difficiles pour le bien commun. Quand j'ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle m'a simplement tapoté la main et a dit « Nous discuterons de tout correctement bientôt en famille ». Ce soir-là, j'ai reçu une invitation officielle à dîner chez mes parents le dimanche suivant. La carte spécifiait une tenue d'affaires et incluait une note indiquant que des questions familiales importantes seraient discutées. Mon anxiété a augmenté, mais une partie désespérée de moi espérait encore une réconciliation, que ma famille me voie enfin tel que j'étais, plutôt que qui ils avaient décidé que je devrais être. La soirée du dîner de famille est arrivée avec une pluie exceptionnellement froide qui correspondait à mon sentiment croissant de présage. J'ai choisi une robe professionnelle bleu marine et des boucles d'oreilles en perles qui projetaient une confiance que je ne ressentais pas. Puis j'ai pris la route familière vers ma maison d'enfance avec une boule d'anxiété serrant ma poitrine. Malgré des années de déception, une partie tenace de moi espérait encore que ce dîner pourrait représenter un tournant dans notre relation. Peut-être que mes parents avaient enfin reconnu mes réalisations. Peut-être que Trevor avait trouvé un emploi légitime. Peut-être pourrions-nous établir une dynamique plus saine à l'avenir.
Je suis arrivé exactement à l'heure pour constater que l'allée de mes parents était déjà pleine. Outre les voitures de mes parents, la nouvelle BMW de Trevor était garée en évidence près de la porte d'entrée, malgré ses prétendus problèmes financiers. Plus surprenant encore, la berline de ma tante Carole et le camion de mon oncle Bill indiquaient qu'il s'agissait d'un rassemblement plus important que ce que j'avais anticipé. Les lumières de la maison luisaient chaleureusement contre le soir gris, une image de confort suburbain qui avait toujours ressemblé davantage à une photographie qu'à mon expérience réelle. Ma mère a répondu à la porte, portant une robe formelle que je reconnaissais des réceptions de mariage et des événements de country club. Son sourire semblait forcé alors qu'elle acceptait la bouteille de vin que j'avais apportée et me dirigeait vers la salle à manger où tout le monde était déjà assis. Les tables dressées de façon formelle avec la bonne vaisselle et les verres à eau en cristal suggéraient une occasion importante. Mon père se tenait à la tête de la table, l'air exceptionnellement sérieux en costume et cravate un dimanche soir. « Bon de vous voir parmi nous, Jenny », dit-il avec un signe de tête qui ressemblait plus à un salut d'affaires qu'à un père accueillant sa fille. Trevor et Alicia étaient assis côte à côte dans de nouvelles tenues qui démentaient leur prétendue détresse financière. Le bracelet en diamant d'Alicia captait la lumière alors qu'elle offrait un sourire pincé. Oncle Bill et tante Carole ont hoché la tête inconfortablement depuis leur siège, manifestement conscients de quelque chose que j'ignorais. Le dîner a commencé avec une formalité inhabituelle, ma mère servant un rôti soigneusement préparé avec tous les accompagnements traditionnels. La conversation est restée superficielle et hésitante. Le temps, le nouveau bébé d'un cousin éloigné, les travaux routiers sur Main Street. Personne n'a mentionné la tension évidente ou le but du rassemblement. J'ai remarqué mon oncle vérifier sa montre à plusieurs reprises, et le sourire de ma tante devenait de plus en plus forcé à chaque instant. C'est pendant le dessert, la tarte aux pommes de ma mère, servie avec des boules de glace à la vanille précise, que mon père s'est éclairci la gorge et a posé délibérément sa serviette à côté de son assiette. Le moment était venu pour ce que cette soirée avait vraiment de sens. Nous vous avons tous demandé de venir ce soir pour discuter d'une affaire familiale importante, a-t-il commencé, son ton rappelant ses présentations d'affaires. Comme vous le savez, la famille a toujours été notre priorité absolue. Et parfois, des décisions difficiles doivent être prises pour le bien de l'unité familiale. Ma mère a hoché la tête avec encouragement pendant qu'il continuait, Trevor et Alicia sont à un point crucial de leur vie. Ils prévoient de fonder une famille bientôt et, à ce titre, ils ont besoin d'un logement approprié pour leurs futurs enfants, nos petits-enfants. J'ai ressenti une froideur se répandre dans ma poitrine alors que je commençais à comprendre où cela allait. Trevor s'est redressé, une expression familière et suffisante se formant sur son visage. Jenny, mon père s'est tourné directement vers moi. Tu as eu de la chance dans ta carrière. Ton succès t'a donné des opportunités au-delà de ce que la plupart des jeunes rencontrent. La maison que tu as achetée, bien que certainement un accomplissement, représente plus d'espace qu'une seule personne ne requiert. Ma mère est intervenue, sa voix prenant ce ton apaisant qu'elle utilisait toujours pour expliquer pourquoi les besoins de Trevor surpassaient les miens. Ce que ton père essaie de dire, ma chérie, c'est que les ressources familiales doivent être allouées en fonction des besoins. Trevor et Alicia ont besoin d'une maison familiale convenable. Ta maison victorienne leur conviendrait parfaitement pour élever des enfants. Je les ai regardés un instant, incapables de former des mots. Vous suggérez que je vende ma maison à Trevor et Alicia? J'ai finalement réussi, bien que je savais déjà que ce n'était pas ce qu'ils voulaient dire. Trevor s'est penché en avant. En fait, ma sœur, nous pensions plutôt à un transfert familial. Étant donné que maman et papa t'ont aidé à l'université et soutenu ta carrière, il semble juste que ta maison, que tu n'as que grâce à leur investissement initial en toi, devrait rester dans la sphère familiale. Alicia a hoché la tête avec enthousiasme. Nous te laisserions prendre certains de tes effets personnels, bien sûr. Les meubles pourraient rester puisque nous en aurons besoin de toute façon. Mon avocat a examiné mes documents hypothécaires, a-t-elle ajouté, avec une déconcertante décontraction, et nous pourrions simplement assumer les paiements. J'ai regardé autour de la table, incrédule. Ma tante et mon oncle ont étudié leurs assiettes de dessert, visiblement mal à l'aise, mais refusant d'intervenir. Mes parents m'ont regardé avec des expressions d'attente, comme s'ils attendaient que je reconnaisse le caractère raisonnable de cette proposition. Tu ne peux pas être sérieuse, ai-je finalement dit. Cette maison est à moi. J'ai économisé pour l'acompte pendant des années. Je paie l'hypothèque. J'ai terminé les rénovations. Mon nom est sur l'acte. C'est complètement absurde. L'expression de mon père s'est durcie.
Nous anticipions que tu pourrais être réticente à faire la bonne chose pour la famille. C'est pourquoi nous avons consulté un avocat. Il a sorti une enveloppe de la poche de sa veste et l'a posée sur la table entre nous. Si tu refuses de transférer la propriété volontairement, nous sommes prêts à engager des poursuites judiciaires. Sur quelle base possible, ai-je demandé, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Ma mère a répondu, sa voix douce, comme si elle expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Ton père et moi avons investi dans ton éducation et ta carrière précoce. Sans notre soutien, tu n'aurais jamais été en mesure d'acheter cette maison. Juridiquement parlant, nous avons un droit de propriété partiel basé sur notre investissement dans ton avenir. Notre avocat nous assure que c'est une position viable. L'absurdité de cette affirmation aurait pu être risible dans un autre contexte, mais les expressions sérieuses autour de moi rendaient clair qu'ils croyaient sincèrement que cet argument tenait la route. Trevor et Alicia échangeaient des regards satisfaits tandis que mes parents attendaient ma capitulation. Alors, laissez-moi comprendre, ai-je dit lentement. Tu veux que je cède ma maison, que j'ai payée entièrement avec mon propre argent gagné par mon propre travail, à Trevor et Alicia, parce qu'ils la veulent, et tu penses qu'ils la méritent plus que moi. Le devoir familial fonctionne dans les deux sens, Jenny, a répondu mon père d'un ton sévère. Nous avons toujours soutenu nos deux enfants selon leurs besoins. Maintenant, Trevor en a besoin. Nous nous attendons à ce que tu signes les documents de transfert d'ici la fin du mois, sinon nous serons obligés d'engager des poursuites judiciaires. Le choix t'appartient. Je me suis levé si rapidement que ma chaise a failli basculer en arrière. C'est de la folie. Je ne vais pas céder ma maison. Il n'y a aucune base légale pour votre réclamation, et je n'arrive pas à croire que vous suggériez cela. J'ai regardé autour de la table, cherchant un quelconque allié, n'en trouvant aucun. Même ma tante et mon oncle, qui m'avaient parfois montré de la gentillesse, sont restés silencieux. Tu as toujours été égoïste, a craché Trevor. Pensant toujours que tu es meilleur que tout le monde avec tes notes parfaites et ta carrière immobilière. Maintenant, tu as une chance de contribuer réellement à cette famille et tu refuses, typique. J'ai attrapé mon sac à main et mon manteau. Ce dîner est terminé. Ne me contactez plus à propos de cette demande ridicule. Si je reçois des documents juridiques, ils iront directement à mon avocat. Sur ce, je suis sorti, ignorant les appels de ma mère pour revenir discuter de cela raisonnablement. Le trajet de retour est devenu un flou alors que les larmes remplissaient mes yeux. La pluie martelait mon pare-brise, correspondant à la tempête d'émotions en moi. Trahison, douleur, rage, incrédulité. Au moment où j'ai garé ma voiture dans mon allée, je sanglotais ouvertement, le poids total de la trahison ultime de ma famille s'abattant sur moi. La maison pour laquelle j'avais tant travaillé, mon sanctuaire et mon accomplissement, se tenaient maintenant à la fois comme un refuge et une cible. J'ai passé cette nuit blotti sur mon banc de fenêtre, celui où l'ancien propriétaire avait écrit ses livres, regardant la pluie strier la vitre, et me demandant comment les personnes qui devraient m'aimer le plus pouvaient me traiter avec une telle cruauté calculatrice. Au matin, ma tristesse s'était cristallisée en quelque chose de plus dur et de plus résolu. C'était une ligne qui ne pouvait pas être franchie. C'était le moment où j'allais enfin tenir bon, quel qu'en soit le coup. Le sommeil m'a totalement manqué cette nuit-là alors que je rejouais la conversation du dîner en boucle infinie. Chaque souvenir apportait de nouvelles vagues d'incrédulité et de douleur. La lumière grise du matin a fini par filtrer à travers mes rideaux, me trouvant toujours blotti sur le banc de fenêtre, les yeux rougis par les larmes, mais l'esprit commençant à se clarifier. Le choc initial laissait place à des préoccupations pratiques. Mes parents pouvaient-ils réellement avoir une réclamation légale sur ma maison? La suggestion semblait absurde, mais leur confiance avait planté une graine de doute. J'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail pour la première fois depuis des années, incapable de faire face aux clients ou aux collègues dans mon état actuel. Au lieu de cela, j'ai passé la matinée à rechercher en ligne les réclamations de propriété familiale, ne trouvant rien qui ne soutienne la position de mes parents, mais devenant néanmoins de plus en plus anxieuse. Vers midi, j'ai finalement appelé ma meilleure amie, Diane, qui avait toujours été plus une famille pour moi que mes vrais parents. Ils ont dit quoi? S'est exclamé Diane après que j'ai raconté les événements de la nuit dernière. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Elle a écouté pendant que j'exprimais mes craintes concernant d'éventuelles poursuites judiciaires, puis m'a interrompu fermement. Tu dois parler à Marcus. Il s'est occupé de mon divorce l'année dernière, et il est brillant dans les affaires de droit de la famille. Laisse-moi t'envoyer son numéro. Marcus Williams avait un cabinet petit mais très respecté,
spécialisé en droit de la famille et en litige de propriété. Son bureau, situé dans un bâtiment victorien converti, pas si différent de ma propre maison, projetait à la fois professionnalisme et approche accessible. Sa secrétaire, une femme efficace nommée Janet, m'a intégré à son emploi du temps dès le lendemain matin. Après avoir entendu l'urgence dans ma voix, je suis arrivé au rendez-vous avec un dossier contenant tous mes documents de maison, l'acte de propriété, les papiers hypothécaires, les reçus de rénovation, et même la lettre d'offre originale que j'avais écrite à l'ancien propriétaire. Marcus m'a accueilli dans son bureau, un espace chaleureux avec des bibliothèques le long des murs et de grandes fenêtres donnant sur un petit jardin. Dans la cinquantaine, avec des cheveux poivre et sel et des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture fil, il projetait exactement le calme et la compétence dont j'avais désespérément besoin. Merci de me recevoir à si court préavis, ai-je commencé, essayant de maintenir mon professionnalisme malgré mon état émotionnel. J'ai une situation avec ma famille qui a pris un tournant potentiellement juridique. Au cours des 20 minutes suivantes, j'ai détaillé le dîner de famille et la demande scandaleuse que mes parents avaient faite. J'ai expliqué l'historique du favoritisme, le schéma de soutien à Trevor à mes dépens, et leurs revendications d'investissement dans mon avenir. Pendant que je parlais, Marcus prenait des notes, posant occasionnellement des questions clarifiantes sur les dates, les déclarations spécifiques et les détails financiers. Son expression est restée neutre et concentrée, ce que j'ai trouvé rassurant. Et vous avez payé la maison entièrement vous-même ? Aucune contribution financière de la part des membres de la famille, aucun cadeau utilisé pour la compte ? Ai-je demandé. J'ai secoué la tête fermement. Chaque dollar provenait de mes économies de ma carrière immobilière. J'ai tous les relevés bancaires indiquant la source des fonds pour la compte. Mes parents n'ont jamais contribué un sou à mon logement, même pendant mes études. En fait, j'ai travaillé 3 emplois pour subvenir à mes besoins pendant mes études. Marcus a hoché la tête, examinant la documentation que j'avais apportée, et, ils ont mentionné avoir consulté un avocat qui leur a dit qu'ils avaient une réclamation viable basée sur le financement de tes études. Oui, bien que j'ai travaillé pendant mes études et que j'ai une bourse académique qui couvrait la plupart de mes frais de scolarité. Ils ont payé quelques livres et fournitures lors de ma première année, mais c'est tout. Ils ont entièrement financé les études de mon frère et continuent de le soutenir financièrement jusqu'à 30 ans. Marcus a levé les yeux de ses notes, son professionnalisme toujours intact, mais quelque chose changeait dans ses yeux. Et basé sur le paiement de quelques manuels universitaires il y a des années, ils pensent avoir un droit légal sur ta maison aujourd'hui. Oui, ai-je confirmé, me sentant soudainement un peu ridicule, en le disant à ce professionnel du droit. C'est leur position. Marcus a posé son stylo délibérément. Il a enlevé ses lunettes et a pincé l'arête de son nez, ses épaules commençant à trembler légèrement. Pendant un moment effrayant, j'ai pensé qu'il pleurait et que ma situation était encore plus désastreuse que je ne l'avais craint. Puis j'ai réalisé qu'il essayait de contenir un rire. Après un moment, il a abandonné la tentative et a laissé échapper un rire riche et sincère qui a rempli le bureau. Je suis tellement désolé, mademoiselle Sullivan, a-t-il réussi entre deux hoquets, essayant de retrouver son calme. Je ne veux pas minimiser ce qui est clairement une situation angoissante pour vous. C'est juste qu'en 15 ans de pratique du droit de la famille, c'est peut-être la réclamation juridique la plus absurde que j'ai jamais rencontrée. Le soulagement m'a envahi, bien que la confusion ait rapidement suivi. Donc, ils n'ont aucun cas ? Ai-je demandé avec prudence. Marcus a remis ses lunettes, redevenant professionnel, bien que l'amusement dansait encore dans ses yeux. Non, mademoiselle Sullivan, ils n'ont absolument aucun cas, quoi que ce soit. Les parents n'obtiennent pas de droit de propriété sur les biens de leurs enfants adultes achetés indépendamment en vertu du fait d'avoir fourni un soutien parental normal pendant l'enfance ou le début de l'âge adulte. Si c'était le cas, les parents de toute l'Amérique revendiqueraient la propriété de leurs enfants, de leurs voitures et de leurs entreprises. Mais il semblait si certain, ai-je dit, la tension dans mes épaules commençant à se relâcher pour la première fois depuis 24 heures. Les gens peuvent se convaincre de beaucoup de choses quand ils veulent quelque chose suffisamment, a-t-il répondu gentiment. Mais vouloir que quelque chose soit légalement vrai ne le rend pas tel, il a à nouveau parcouru ma documentation. Vos papiers sont impeccables. Vous avez acheté cette maison entièrement avec vos propres fonds. L'acte est uniquement à votre nom. L'hypothèque est votre seule responsabilité. Il n'y a pas de copropriété, pas d'accord de fiducie, aucune implication légale avec vos parents, en aucun cas. Ils n'ont absolument aucun droit légal sur votre propriété. Le nœud dans mon estomac a commencé à se défaire.
Mais qu'en est-il de leur revendication d'investissement dans mon avenir? Cela pourrait-il avoir un poids quelconque? Marcus a secoué la tête fermement. Les parents sont légalement obligés de soutenir leurs enfants mineurs. Tout soutien qu'ils ont fourni pendant votre enfance était leur responsabilité légale, pas un investissement avec des rendements attendus. Quant aux frais universitaires, à moins qu'il n'y ait eu un contrat formel spécifiant que leur contribution était des prêts à rembourser ou des investissements avec des participations, ce qui, je suppose, n'était pas le cas, c'était des cadeaux. Les cadeaux ne créent pas de droit de propriété sur les actifs futurs. Alors, que dois-je faire s'ils intentent réellement une action en justice, ai-je demandé. S'ils trouvent un avocat prêt à engager une telle action, ce qui m'étonnerait car cela confine à un litige frivole, nous répondrions agressivement et chercherions probablement à récupérer les frais juridiques que vous engagez pour vous en défendre. Il s'est penché en avant, son expression à nouveau sérieuse. Cependant, je pense que nous devrions être proactifs ici. Je suggère de leur envoyer une lettre de mise en demeure formelle précisant que leur réclamation n'a aucun fondement juridique et que vous défendrez vigoureusement vos droits de propriété s'ils poursuivent cette affaire. Pour la première fois depuis le dîner, j'ai senti un léger sourire se dessiner sur mes lèvres. Cela semble parfait. Marcus a hoché la tête, puis a ajouté plus doucement. Mademoiselle Sullivan, si je puis parler franchement, cela ne ressemble pas tant à un problème juridique qu'à un problème de dynamique familiale. Vos parents et votre frère semblent avoir une habitude de faire des demandes et de s'attendre à ce que vous vous conformiez. Le fait qu'ils soient passés à des menaces juridiques suggère qu'ils sont habitués à obtenir ce qu'ils veulent de vous. Son observation a touché une corde si profonde que j'ai senti les larmes monter à nouveau. Tu as absolument raison, ai-je admis. Cela a été le schéma toute ma vie. Alors peut-être que cette situation, aussi douloureuse soit-elle, représente une opportunité d'établir des limites claires. Je peux gérer le côté juridique avec une lettre bien tournée, mais vous pourriez vouloir réfléchir à la manière de traiter les problèmes relationnels sous-jacents. Notre réunion s'est terminée avec Marcus promettant de rédiger la lettre de mise en demeure immédiatement. Alors que je me levais pour partir, il a offert une dernière pensée. Votre maison représente des années de travail acharné et d'accomplissement, mademoiselle Sullivan. Vous avez tout à fait le droit de protéger ce que vous avez gagné. Ne doutez jamais de cela. En retournant à ma voiture, j'ai ressenti une curieuse légèreté. Malgré la situation, le rire de Marcus avait transformé ma peur en quelque chose d'entièrement différent. Pour la première fois, j'ai vu le comportement de ma famille non pas comme puissant et menaçant, mais comme absurde et même pitoyable. La réalisation m'a frappé que j'avais permis à leurs attentes dysfonctionnelles de définir ma valeur toute ma vie. Peut-être que cette demande scandaleuse était en fait un cadeau, la dernière poussée dont j'avais besoin pour me libérer des schémas établis il y a longtemps. Ce soir-là, assise dans ma belle bibliothèque avec un verre de vin, j'ai senti quelque chose changer en moi. Cette maison, avec ses murs solides et son histoire, était devenue une métaphore des limites que je n'avais jamais réussi à établir avec ma famille. Maintenant, défendre ma maison et me défendre moi-même était devenu le même combat, un combat que j'étais enfin prête à mener. La lettre de mise en demeure est arrivée chez mes parents par courrier recommandé 3 jours après ma rencontre avec Marcus. Bien que je n'ai pas été présente pour témoigner de leur réaction, les retombées ont été immédiates et explosives. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des notifications dans l'heure suivant la livraison, commençant par une série de messages de Trevor. Comment oses-tu envoyer un avocat contre ta propre famille? Cela prouve à quel point tu as toujours été égoïste et ingrate. Maman et papa t'ont tout donné et c'est comme ça que tu les rembourses. Mon père a appelé ensuite, laissant un message vocal d'une voix froide et contrôlée que je reconnaissais des réprimandes d'enfance. Virginia, ta mère et moi sommes extrêmement déçus de ta réponse à notre discussion familiale. Impliquer des avocats plutôt que de résoudre cela en famille montre un manque de loyauté troublant. Appelle-nous immédiatement pour discuter de la manière dont nous allons avancer après cette mauvaise décision. Ma mère a adopté une approche différente, envoyant un email dégoulinant de manipulation émotionnelle. Ma chère Jenny, mon cœur est brisé que tu te retournes contre ta famille de cette façon. Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, surtout pour tes futures nièces et neveux qui méritent une maison familiale convenable. Je t'ai élevé pour te soucier des autres plus que des possessions matérielles. S'il te plaît, reconsidère avant que cette fracture ne devienne permanente. Suivant les conseils de Marcus, je n'ai pas répondu à ses premiers contacts. Au lieu de cela, je les ai transférés à lui pour qu'ils servent de documentation de leur pression continue. Il m'a assuré que leur réaction, bien qu'émotionnellement difficile,
était légalement insignifiante et assez courante lorsqu'une personne établissait des limites pour la première fois. La campagne familiale contre moi s'est étendue au-delà de mes parents et de Trevor. En quelques jours, des membres de la famille élargie ont commencé à me contacter, ayant clairement entendu une version déformée des événements. Ma tante Carole m'a envoyé un message disant qu'elle priait pour que mon cœur s'adoucisse. Mon oncle Bill a appelé, me suggérant de considérer un compromis, peut-être en permettant à Trevor d'acheter la maison à moitié de sa valeur marchande. Des cousins dont j'avais à peine parlé au fil des ans m'ont envoyé des messages exprimant leur déception face à mon égoïsme. Le plus surprenant, ma grand-mère paternelle, qui avait toujours semblé m'être chère, a appelé pour exprimer sa préoccupation. Quand j'ai finalement répondu, espérant un allié familial, j'ai été déçu d'entendre sa voix familière demander « Pourquoi fais-tu ça à ton frère ?» Il a une famille à considérer. Elle avait toujours cru au récit familial selon lequel Trevor avait besoin de plus de soutien que moi, et cette situation ne faisait pas exception. La pression s'est intensifiée lorsque Trevor et Alicia ont commencé à publier du contenu sur les réseaux sociaux à peine voilé sur des parents égoïstes et l'importance des obligations familiales. Sans me nommer directement, ils ont partagé des citations et des mèmes clairement conçus pour me dépeindre comme le méchant dans un drame familial. Des connaissances communes ont commencé à m'envoyer des captures d'écran demandant si tout allait bien entre nous. Puis est survenu le développement vraiment troublant. Des SMS et des appels anonymes provenant de numéros que je ne reconnaissais pas. Certains exprimaient leur déception face à mes choix, tandis que d'autres contenaient des menaces voilées sur le karma et la récolte de ce que l'on sème. Bien que je ne puisse prouver que ces actes étaient orchestrés par ma famille, le timing et le ton suggéraient leur implication, soit directement, soit en partageant mes coordonnées avec des parties sympathisantes. Pendant cette campagne croissante, maintenir mon comportement professionnel est devenu de plus en plus difficile. Je me suis jeté corps et âme dans le travail, trouvant du réconfort dans l'environnement structuré des transactions immobilières et des réunions clients. Mes collègues ont remarqué mon humeur réservée, mais j'ai esquivé les questions avec de vagues références au stress familial. Seule Sophia, ma mentor d'origine, devenue une amie proche, connaissait toute l'histoire. Son soutien indéfectible et ses repas faits maison occasionnels déposés à ma porte m'ont aidé à traverser les moments les plus sombres. J'ai commencé à consulter une thérapeute, Dr Karen Lewis, spécialisée dans les problèmes d'aliénation familiale. Nos séances hebdomadaires m'ont apporté une perspective cruciale sur les schémas dysfonctionnels que j'avais normalisés tout au long de ma vie. Tu n'as pas créé cette situation, m'a-t-elle rappelé lors d'une séance particulièrement difficile après un déluge de messages familiaux. Tu es simplement la première personne à refuser de jouer selon leurs règles malsaines. Mon système de soutien s'est élargi de manière inattendue lorsque ma tante par alliance, Margaret, a pris contact. Contrairement au reste de la famille, son message exprimait de l'inquiétude pour moi plutôt que du jugement. J'ai entendu des choses dérangeantes sur une situation familiale, et je voulais vérifier auprès de toi directement, a-t-elle écrit. Nous n'avions jamais été particulièrement proches car elle vivait de l'autre côté du pays et venait rarement nous rendre visite, mais son approche semblait sincère. Lors de notre conversation téléphonique ultérieure, tante Margaret a révélé sa propre histoire avec la famille. Il semble que certains schémas se répètent, a-t-elle expliqué. Ton grand-père a essayé quelque chose de similaire avec moi il y a des décennies, insistant pour que je vende mon entreprise pour aider ton père à développer sa pratique. Quand j'ai refusé, je suis devenu la paria de la famille pendant des années. Ce soir-là, avec les conseils de Marcus, j'ai à contre-cœur demandé une ordonnance de protection temporaire contre Trevor, documentant l'incident sur le lieu de travail et le schéma de harcèlement croissant. L'ordonnance de protection a semblé stopper temporairement les confrontations directes, mais a intensifié la campagne en coulisses. Mes parents ont envoyé une lettre formelle, non pas de leur avocat supposé, mais écrite dans le ton commercial indubitable de mon père. Elle présentait un ultimatum final, transférer la maison dans les 30 jours ou être définitivement exclu de la famille. Nous sommes prêts à aller de l'avant sans toi dans nos vies si tu choisis la propriété plutôt que la loyauté familiale, concluait la lettre. Le choix t'appartient. En lisant ces mots en noir et blanc, j'ai ressenti un curieux sentiment de clarté. Toute ma vie, ma place dans la famille avait été conditionnée à ma conformité à leurs attentes et à l'acceptation du statut prioritaire de Trevor. Maintenant, ils avaient rendu explicite ce qui avait toujours été implicite. Ma valeur pour eux était basée entièrement sur ce que je donnerais ou céderais. Ce soir-là, assise dans mon jardin où la femme de l'ancien propriétaire avait autrefois fait pousser des roses, j'ai pris ma décision. Je ne céderai pas ma maison. Plus important encore, je ne céderai plus ma valeur personnelle,
mes limites, ou mon droit à un traitement égal. Le coût de l'inclusion familiale avait enfin été énoncé ouvertement, et je me suis retrouvée réticente à le payer. J'ai rédigé une réponse brève et claire à l'ultimatum de mes parents avec les conseils du docteur Lewis et de Marcus. Je ne transférerai pas ma maison à Trevor ou à quiconque d'autre. Je suis désolé que vous pensiez que cette décision justifie de m'exclure de la famille. Je reste ouverte à reconstruire notre relation sur des bases plus saines si jamais vous reconsidérez. D'ici là, je me concentrerai sur mon propre bien-être et sur les relations qui apportent respect mutuel et soutien dans ma vie. Envoyer cet email a ressemblé à relâcher un fardeau que j'avais porté depuis l'enfance, l'effort constant pour obtenir une approbation qui ne m'était jamais vraiment accessible. Les semaines qui ont suivi ont apporté un silence continu de ma famille, ponctué occasionnellement par des rapports de connaissances mutuelles sur ce que Trevor ou mes parents avaient dit à mon sujet. Chaque rapport me piquait moins que le précédent, alors que je construisais une vie centrée sur mes propres valeurs plutôt que sur leur validation. 6 mois se sont écoulés sans contact direct de ma famille immédiate. Le silence était à la fois douloureux et libérateur, car je me suis progressivement adapté à une vie sans le courant constant de leur désapprobation. Ma maison, autrefois au centre du conflit, est devenue vraiment mienne, d'une manière qui n'avait jamais été le cas auparavant. Chaque pièce semblait être mon espace plus authentiquement, car j'ai cessé de la voir à travers le prisme de leur jugement. Le printemps est arrivé, apportant avec lui une communication inattendue, une invitation à la célébration du 80e anniversaire de mon grand-père. La carte venait de ma tante Margaret, qui était devenue une présence régulière dans ma vie grâce à des appels téléphoniques hebdomadaires. Nous organisons au Country Club, a-t-elle écrit dans une note personnelle jointe à l'invitation formelle. Votre grand-père a spécifiquement demandé votre présence. Il vous regrette. Ma réaction initiale a été la lassitude, suspectant une autre embuscade similaire au dîner ultimatum. Quand j'ai exprimé cette préoccupation à tante Margaret, elle m'a assuré qu'elle avait personnellement organisé l'événement et qu'elle veillerait à ce qu'il reste une célébration plutôt qu'une confrontation. Toujours hésitante, j'ai consulté le docteur Lewis, qui a suggéré qu'assister avec des limites claires pourrait fournir une clôture utile, quelle que soit la réaction de ma famille. Le matin de la fête est arrivé avec un soleil parfait de Mewweather, réchauffant les dernières traces du froid hivernal. J'ai choisi une robe rouge confiante qui me donnait l'impression d'être à la fois professionnelle et féminine, une sorte d'armure pour ce qui pourrait s'avérer être une rencontre difficile. Tante Margaret avait arrangé pour que je sois assise à sa table plutôt qu'avec mes parents, un coussin attentionné que j'ai profondément apprécié. Entrer dans la salle de banquet du Country Club a ressemblé à entrer dans une capsule temporelle. Les membres de la famille élargie que je voyais rarement se mélangeaient près d'un bar, tandis que des groupes d'amis de mon grand-père se rassemblaient autour d'expositions photos documentant sa vie. J'ai repéré mes parents immédiatement, debout rigides près de l'entrée, clairement conscients de mon arrivée, mais ne faisant aucun effort pour s'approcher. Trevor et Alicia étaient remarquablement absents, du moins initialement. Tante Margaret m'a intercepté avec un câlin chaleureux avant que l'embarras ne puisse prendre le dessus. Elle m'a guidé à travers les premières salutations avec des parents qui semblaient incertains de la manière de m'interagir. La situation familiale étant clairement devenue de notoriété publique. Mon grand-père, qui avait l'air plus fragile que je ne me souvenais, mais avec les mêmes yeux vifs, m'a étreinte avec une affection sincère. « Tu m'as manqué, ma génie », a-t-il dit en utilisant son surnom d'enfance. Cette famille a besoin de plus de femmes têtues comme toi et Margaret. Son soutien inattendu m'a fait monter les larmes aux yeux alors qu'il me tapotait la main et continuait de saluer d'autres invités. Le déjeuner formel s'est déroulé avec des sièges soigneusement orchestrés qui ont séparé les conflits potentiels. À mi-chemin du plat principal, Trevor et Alicia ont fait une entrée dramatique et tardive. J'ai immédiatement remarqué que quelque chose avait changé. Le sac à main de créateur d'Alicia avait disparu, remplacé par une bourse plus modeste. La montre chère de Trevor était absente. Plus révélateur encore, la dynamique entre eux semblait tendue, sans aucune de leurs habituelles démonstrations publiques d'unité. Pendant le service de gâteaux et de café, mon cousin Michael, qui travaillait à la même banque que mon oncle, s'est penché avec une information qui expliquait les changements subtils que j'avais observés. « As-tu entendu parler de Trevor et de tes parents ?» a-t-il demandé doucement. Ils sont en grave difficulté financière. L'accord d'investissement dans lequel Trevor les a entraînés s'est complètement effondré. Certaines personnes parlent d'une escroquerie à la Ponzi. J'ai gardé mon expression neutre, bien que mon esprit ait couru avec les implications. Cela doit être difficile pour eux, ai-je répondu diplomatiquement. Michael a hoché la tête,
réchauffé dans son rôle de rapporteur de commérage. Tes parents ont dû mettre leur maison en vente le mois dernier. Apparemment, ils l'ont utilisé pour investir dans l'accord de Trevor, et Alicia est retournée vivre temporairement chez ses parents il y a environ 3 semaines. La rumeur dit que le mariage est fragile maintenant que l'argent s'est évaporé. Pendant que je traitais cette information, mon grand-père s'est levé pour ce qui était prévu comme un bref discours de remerciement. Après les expressions habituelles de gratitude pour la présence et les réflexions sur sa vie, il s'est aventuré dans un territoire inattendu. La famille a toujours été ma plus grande joie et parfois mon plus grand défi, a-t-il dit, sa voix toujours forte malgré ses années. Alors que j'atteins ce jalon, je me retrouve à réfléchir au schéma de notre famille qui aurait peut-être dû être abordé il y a longtemps. La pièce est devenue plus silencieuse alors que les invités sentaient le changement vers quelque chose de plus important que des platitudes d'anniversaire. Certains d'entre vous savent que nous avons récemment connu une division au sein de la famille, a-t-il poursuivi. Ce que moins d'entre vous savent, c'est que ce n'est pas la première division de ce genre. Ma fille Margaret a connu un traitement similaire il y a des décennies lorsqu'elle a choisi son propre chemin plutôt que les attentes familiales. Il a hoché la tête vers tante Margaret, qui s'est redressée sur sa chaise. Aujourd'hui, je veux reconnaître que ces schémas de favoritisme et d'acceptation conditionnelle ont causé du tort que je regrette de ne pas avoir abordé plus tôt. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents, qui étaient assis figés dans un inconfort évident. Trevor, qui était arrivé juste à temps pour le gâteau, avait l'air confus par le tour des événements. Aujourd'hui, je veux spécifiquement reconnaître ma petite fille Jenny, a continué mon grand-père en me faisant signe. Son succès est le fruit de ses propres efforts persistants, souvent sans le soutien qu'elle méritait de la part de ceux qui lui sont les plus proches. Sa récente prise de position pour protéger ce qu'elle a légitimement gagné n'était pas, comme certains l'ont suggéré, un acte d'égoïsme, mais plutôt une saine affirmation de limite qui était attendue depuis longtemps. La pièce était tombée dans un silence complet. Le poids de la reconnaissance publique flottait dans l'air, mes yeux se remplissaient de larmes alors que des décennies d'invalidation étaient contrées par cette simple reconnaissance de mon expérience. Alors que j'entre dans ma 80e année, mon espoir pour cette famille est que nous apprenions à célébrer le chemin unique de chaque membre plutôt que d'exiger la conformité à des attentes étroitement définies. Le déjeuner s'est terminé avec mon grand-père recevant une ovation debout qui semblait être autant pour sa sagesse que pour sa simple longévité. Lors du mélange qui a suivi, une conversation inattendue a modifié la trajectoire du drame familial. Mon père s'est approché de moi alors que je me tenais près d'une fenêtre donnant sur le golfe. Sa posture manquait de son autorité habituelle, son expression d'une incertitude inhabituelle. « Ton grand-père a toujours été un homme sage », a-t-il commencé maladroitement. « Je voulais t'informer personnellement de certains développements familiaux avant que tu ne les entendes ailleurs. » J'ai hoché la tête mais suis restée silencieuse, le laissant continuer sans aide. L'opportunité d'investissement que j'ai mentionnée précédemment n'a pas donné les résultats escomptés, a-t-il déclaré avec une sous-estimation significative. Ta mère et moi avons été forcés de faire certains ajustements financiers, y compris de vendre la maison familiale. Nous avons acheté un condominium qui correspond mieux à nos circonstances actuelles. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je répondu neutrement. J'espère que la transition se passera bien pour vous deux. Il s'est éclairci la gorge, luttant visiblement avec ceux qui venaient ensuite. Il semble que nous ayons reçu des conseils juridiques discutables concernant notre position sur ta propriété. Notre avocat actuel nous a conseillé qu'il serait imprudent de poursuivre cette affaire. J'ai réprimé l'envie de noter que Marcus avait rendu cela abondamment clair il y a des mois. Y avait-il autre chose que vous vouliez discuter, ai-je demandé quand il est resté silencieux. La situation de ton frère a également considérablement changé, a-t-il continué après un moment. Alicia est retournée temporairement chez ses parents pendant qu'ils réévaluaient leur mariage. La situation d'investissement a créé une tension considérable. Pour la première fois de notre interaction, j'ai ressenti une lueur d'empathie sincère sous mon attitude réservée. Cela doit être difficile pour Trevor, j'ai reconnu. Les défis du mariage ne sont jamais faciles. L'expression de mon père a légèrement changé, quelque chose d'un respect quasi visible avant que son masque formel ne revienne. Oui. Eh bien, la raison principale pour laquelle je voulais te parler directement est de t'informer que nous n'allons pas poursuivre de réclamation concernant ta propriété. Cette affaire est close. Je le savais déjà du point de vue juridique de Marcus, mais entendre mon père le dire directement m'a apporté un soulagement inattendu. Merci de me l'avoir dit, ai-je répondu. Il a hoché la tête vivement, puis a ajouté d'une voix plus douce.
Les paroles de ton grand-père ont donné à ta mère et à moi certaines choses à considérer. Avec cette déclaration cryptique, il a rejoint le rassemblement principal, me laissant pour traiter l'interaction. Plus tard dans l'après-midi, alors que la fête touchait à sa fin, toute l'histoire a émergé à travers diverses conversations avec des membres de la famille élargie. Trevor avait convaincu mes parents d'investir leurs économies de retraite et la valeur nette de leur maison dans une entreprise de développement immobilier qui promettait des rendements extraordinaires. L'entreprise s'est effondrée dans un contexte d'allégations de mauvaise gestion et de possibles fraudes, laissant les investisseurs avec des miettes. La dévastation financière a forcé mes parents à vendre leur maison de 30 ans et à réduire considérablement leur taille. Le mariage de Trevor et Alicia, déjà tendu par la pression financière, s'est fissuré lorsque la profondeur de leur situation est devenue claire. Le plus choquant a été d'apprendre que le plan original n'avait jamais été pour Trevor de vivre dans ma maison, mais plutôt de la vendre immédiatement pour obtenir des fonds afin d'investir dans l'entreprise échouée. Cette révélation aurait dû être une victoire, mais m'a plutôt laissé avec un mélange complexe d'émotions, le soulagement que la menace sur ma maison soit passée. La tristesse pour les pertes réelles que ma famille avait subies et un curieux sentiment de liberté en reconnaissant que leurs problèmes n'étaient pas les miens à résoudre. Tout comme mes réalisations n'avaient jamais vraiment été les leurs à revendiquer. Dans l'année qui a suivi, le paysage familial a changé de manière que je n'aurais jamais pu prédire. Mes parents, humiliés par la nécessité financière, et la reconnaissance publique des schémas familiaux par mon grand-père, ont entamé le lent processus de reconstruction de notre relation sur un pied d'égalité. Notre contact est resté limité à des déjeuners occasionnels, où les conversations sont restées soigneusement neutres, mais la pression constante de sacrifier mes intérêts pour ceux de Trevor avait complètement disparu. Trevor et Alicia ont finalement divorcé, le masque de leur vie parfaite s'effondrant sous la réalité financière. Il a déménagé à Chicago pour un nouveau départ. Notre communication s'est limitée à des messages d'anniversaire et des mises à jour occasionnelles par l'intermédiaire de mes parents. Cette distance, bien que n'étant pas ce que j'aurais choisi plus tôt dans la vie, semblait appropriée compte tenu de notre histoire. Mon succès professionnel a continué de croître, culminant avec une offre de partenariat dans mon cabinet. La maison qui était devenue le centre du conflit familial est restée mon sanctuaire, rempli maintenant de souvenirs de fêtes organisées pour des amis qui étaient devenus ma famille choisie. Sophia, ma mentor d'origine, passait chaque Thanksgiving à ma table à manger. Diane et ses enfants réquisitionnaient les chambres d'amis pour des visites le week-end. Le docteur Lewis, passant de thérapeute à ami, alors que nos séances formelles se terminaient, a contribué à une peinture à ma collection croissante d'art local. Un soir, alors que j'organisais un dîner pour cette famille choisie réunie, je me suis retrouvé à observer la scène depuis un moment de calme dans la cuisine. La salle à manger, autrefois convoitée par Trevor et Alicia pour son potentiel formel, résonnait maintenant de rires authentiques pendant que mes amis partageaient des histoires à travers la table que j'avais retapée moi-même. Le jardin, où j'avais finalement réussi à faire pousser des roses, aussi belles que celles de la femme de l'ancien propriétaire, fournissait des fleurs fraîches pour le centre de table. Dans ce moment de clarté, j'ai reconnu que la douloureuse confrontation familiale m'avait en fait libéré des schémas qui avaient contraint toute ma vie. En tenant bon sur cette frontière cruciale, j'avais appris à établir des limites saines dans toutes mes relations. La maison représentait non seulement mon succès financier, mais aussi mon émancipation émotionnelle des attentes qui n'avaient jamais vraiment servi mon bien-être. Alors que j'apportais le dessert à mes amis qui attendaient, j'ai silencieusement remercié ma famille de m'avoir poussé au point de rupture où j'ai finalement découvert ma propre force. Le voyage avait été douloureux, mais la destination offrait une paix que je n'avais jamais su possible. Construite sur le respect de soi plutôt que sur la validation externe, la vie continue d'évoluer, apportant de nouveaux défis et joies. Ma relation avec mes parents s'améliore progressivement, bien que nous maintenions des limites prudentes. Mon grand-père, qui approche maintenant de ses 81 ans, appelle régulièrement pour partager des histoires familiales que je n'ai jamais entendues pendant mon enfance. Et ma maison, autrefois objet de tant de conflits, se dresse comme un témoignage du pouvoir d'honorer sa propre valeur, même lorsque ceux qui devraient le plus vous valoriser échouent. Avez-vous déjà dû tenir bon face à la pression familiale pour sacrifier quelque chose d'important pour vous? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Parfois, les limites les plus difficiles à fixer sont avec les personnes que nous aimons le plus, mais comme je l'ai appris, elles peuvent aussi être les plus nécessaires. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'encouragement pour honorer ses propres limites. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et souvenez-vous que votre valeur ne dépend jamais de ce que vous donnez, mais de la façon dont vous vous honorez réellement.